danger? Eh bien, figurez-vous sans doute que oui. Thomas Huchon est allé plonger dans le réseau social préféré des ados, en l'occurrence TikTok. Ce qu'il y a découvert est assez intéressant, mais surtout très inquiétant. Et puis en deuxième partie, on reviendra sur ce sondage qui corrobore l'impact du complotisme chez les jeunes, sur un réseau de faux comptes Twitter. Vous allez voir, c'est totalement hallucinant. Et puis sur la soirée de Thomas Huchon gâchée mardi dernier par des antivax, quand le complotisme arrive dans la vie réelle. On parlera du variant Omicron qui excite les complotistes. Et puis on reviendra évidemment sur votre courrier, puisque vous nous envoyez pas mal d'emails et on tente d'y répondre. Allez, c'est parti. Et Thomas, bonjour. Bonjour Bénédicte. Tout va bien ? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, donc, vous avez décidé de vous intéresser à l'impact du complotisme chez les jeunes, nos enfants. Un sondage donc sur lequel on reviendra en deuxième partie d'émission montre qu'un jeune sur 4 estime par exemple que les médias nous manipulent. 1 sur 4. Effectivement, c'est un chiffre, on reviendra là-dessus plus tard dans l'émission, mais ça montre quand même que les théories du complot pénètrent de plus en plus la société française dans son ensemble, toutes les catégories sociales et aussi toutes les classes d'âge. Donc vous vous êtes livré à une expérience parce que vous êtes un journaliste d'investigation et vous avez voulu voir ce que voient nos jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai fait le cobaye pour Anticomplot. J'ai donc créé un compte sur TikTok. TikTok, c'est l'appli favori des adolescents. Et je dois avouer que je suis un petit peu tombé de ma chaise. Ce que j'ai découvert est absolument terrifiant. Alors, on va regarder un exemple justement de ce que vous avez trouvé. On va le préciser d'emblée, et ce qu'on dit à chaque fois, il y a un liseré jaune autour de cette vidéo. Ça signifie donc qu'il s'agit de propos complotistes. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que Thomas a trouvé sur son compte TikTok. Moi, c'est avec toi que j'ai appris que certaines associations qui portaient des noms de couleurs, en fait... Papillon, cœur. Voilà, les il faut quand même savoir que le symbole des pédophiles, c'est petit cœur dans grand cœur. Voilà. Alors c'est bizarre, il y a quelqu'un qui m'envoie, et j'avais jamais fait le rapport au début, il me dit, tiens, ça ressemble à Miko, tu vois, les deux trucs, putain, c'est le même. C'est le même. Je dis, wow, le truc, et je vais rechercher, tiens, c'est bizarre, c'est vrai, Miko, avant c'était écrit M-I-K-O, avec de la neige dessus, c'est l'ancien logo. Ouais. Et en fait, ça a été racheté en fin 90, je crois 96 ou 98, par Unilever. Unilever, je me renseigne à qui ça appartient, Monsanto. Je dis putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutez... Ça fait beaucoup d'un seul coup là. Ça fait beaucoup. C'est un peu toujours la même chose. Alors là, voilà, on est là entre... vous allez le voir parce qu'on s'est baladé beaucoup, mais je vais vous montrer cette vidéo parce que c'est ce à quoi sont exposés nos adolescents quand ils sont inscrits sur TikTok. Et je crois que ni les adultes, ni les autorités, ni les journalistes ne mesurent très bien ce qu'est cette plateforme dans sa totalité. C'est qui ces deux jeunes qui parlent ? Ils sont très connus, suivis sur TikTok Alors, il se trouve que l'un des deux personnages que vous voyez là est une figure de la complosphère qui est décédée il y a quelques années. Et en fait, TikTok est devenu, et nous allons vous montrer un certain nombre d'exemples, une manière à la fois de diffuser de nouvelles théories du complot et aussi de recycler tout ce qu'il y avait de complotistes sur Internet et qui a été parfois banni par les réseaux sociaux traditionnels. Donc là, on est sur une espèce d'élucubration complètement dingue qui voudrait nous faire croire que le logo d'une grande marque de glace que nous avons peut-être mangé ou aimé quand nous étions enfants, eh bien en fait une forme de signe secret de pédophilie. Oui, effectivement, mais vous voyez que là, on est exactement sur la limite entre les tests Quanon, la manipulation des esprits. Il y a tout ça, ça dure même pas 30 secondes. Et c'est ce à quoi sont exposés nos jeunes. Mais le danger, en fin de compte, quand vous êtes adulte, ou même quand vous êtes enfant, depuis tout à l'heure, à part la vidéo, vous diffusez que des gens qui se déguisent, qui dansent, qui bougent. Quand vous demandez à un parent, TikTok c'est quoi ? Ah mais oui, nous on s'essaye, on a vu des vidéos. Donc le problème c'est que pour 99,9% des cas, notamment moi, et je ne suis pas un modèle ni un exemple, pour moi TikTok c'est ça. Donc, on n'a pas ce sentiment que sur TikTok, on va découvrir. Il va y avoir du contenu autre que des trucs un peu marrants, plus ou moins drôles. En plus, on les a même sans les chercher. Mais ça, voilà, avec en plus des théories qui s'imposent à vous. Donc, voilà, c'est quand il y a deux phases. Et on va peut-être faire un petit point pour nos téléspectateurs sur ce qu'est TikTok. C'est la question que j'allais vous poser. Excusez-moi, je vous précède. Non, TikTok, c'est donc un réseau social chinois à l'origine qui existe depuis septembre 2016. Ces dernières années, ce réseau a pris une ampleur colossale jusqu'à devenir en 2020 l'application la plus téléchargée sur la planète. Il y a aujourd'hui 1 milliard de personnes inscrites sur TikTok. L'immense majorité d'entre eux ont moins de 50 ans et
plus de 60% des utilisateurs ont moins de 30 ans. C'est donc vraiment l'application des plus jeunes sur TikTok, comme vous l'avez dit Christophe. On regarde des vidéos, on partage des vidéos. Regardez, on a fait un petit montage d'un certain nombre de choses assez rigolotes et anodines qu'on peut trouver sur cette plateforme. Eh ben non. Alors, magazine Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah déjà, c'en est pas une, hein. C'est un magazine réel, en feuilles satinées, gros grammage, et affiché en kiosque au prix de 10 €. Parce que les voix du Seigneur sont de pénétrer ton portefeuille. Il se moque, en fait, d'un magazine. Alors, on revient... C'est pas la bonne vidéo, Non, évidemment. ça, c'est une vidéo... Alors, voilà, on va vous montrer une vidéo anodine. Est-ce qu'on l'a? Attends, on va demander à Quentin si on l'a en régie. Si on a tout. On l'a? Ok, le best-of TikTok. Allez, le best-of TikTok pour voir les choses anodines qu'on peut y trouver. Alors voyez, voilà, donc voyez, donc il y a des gens qui font des cascades, voilà. On a des gens qui dansent, on a donc des blagues qui sont réalisées dans les supermarchés. C'est une application dans laquelle les gens se mettent beaucoup en scène. On va souvent faire des choses assez drôles, assez humoristiques. Oui, c'est assez fun, quoi. Effectivement, voilà, et puis ça a quelque chose de très addictif, ça se suit l'une après l'autre. C'est des contenus très courts et en même temps très dynamiques. Donc du coup, tout ça, ça a quelque chose qui est finalement très sympa. Mais vous parliez de médias tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a de l'info sur TikTok aussi? C'est une espèce de mélange des genres? Sur TikTok, en gros, il y a 3 moyens d'accéder aux choses. Et vous pouvez suivre un certain nombre de contenus d'information. Mais la première manière d'utiliser TikTok, c'est grosso modo de regarder ce qu'il vous suggère, ce qu'il vous propose. Ouais. J'ai donc, moi, laissé l'algorithme, on en parle suffisamment souvent ici, de ces algorithmes, j'ai donc laissé l'algorithme choisir pour moi de ce qui allait m'être présenté et 10 minutes par jour pendant le mois de novembre, eh bien, j'ai regardé ce qu'il y avait à voir. Alors, qu'est-ce que ça a donné? La majorité, c'est effectivement des choses comme ce qu'on vient de vous montrer. C'est de la danse, des recettes de cuisine. Voilà, c'est un peu ça. Alors moi, j'ai le droit à des blagues, j'ai le droit à du foot. Ouais, parce que vous êtes vachement marrant dans la vie, c'est pour ça. Je suis pas certain que tous les gens qui du foot parce qu'il est très sportif. Alors voilà, je suis très sportif et je suis très rigolo. Non, mais il y a aussi énormément. Alors là, c'est un autre problème qu'il y a sur TikTok, mais ça concerne pas le complotisme. Mais il y a aussi énormément de femmes en très petite tenue. Ça va pas vraiment arranger les histoires de sexisme ou de vision, d'image de la femme dans la société. Avec un point noir, pardon, je vous coupe, souvent très jeune. Alors effectivement, très jeune, il y a tout un tas de problèmes là-dessus. Effectivement, mais passons là-dessus, car au milieu de toutes ces choses qui sont pas vraiment de l'ordre de l'information, mais plutôt du divertissement, il y a aussi des choses plus sérieuses et surtout beaucoup plus graves. Alors quoi? Eh bien, dans les contenus TikTok qu'on m'a suggérés, 10% à peu près concernaient des choses qui étaient liées à l'actualité ou liées à la politique. Dans ces contenus, donc une petite minorité de ce que j'ai vu, eh bien, 9 sur 10 étaient violents, haineux, complotistes, d'extrême droite. C'est totalement surreprésenté, y compris par rapport à ce que moi, personnellement, je pourrais penser de manière politique. Mais alors pour dire quand même l'info. Regardez, effectivement. Nous voyez là, voilà, donc on a Carl Zero qui explique qu'il y a des pédophiles partout. On va avoir François, le fameux journal de désinformation. On va avoir une réponse à Joe Star qui avait critiqué les anti-vaccinations. On retrouve ce fameux Meta qui nous explique donc que le logo de Miko est pédophile. On a Étienne Chouard, un complotiste bien connu. On va retrouver Papacito, une figure d'extrême droite. Et à chaque fois, alors là, on voit le professeur Perron qui est devenu une figure des manifestations anti-vax. On voit Olive, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, c'est celui qui a été chercher les manifestations en Italie mais qui n'existaient pas. On revoit le professeur Perron et on voit bien entendu le professeur Raoult dont nous parlerons en deuxième partie d'émission aussi. Et encore une fois, on retrouve Carl Zero avec son délire. Ce sont des contenus qui ont été faits ou qui sont faits pour TikTok? Alors, ce sont des contenus qui sont bien souvent récupérés ailleurs et diffusés sur TikTok. C'est-à-dire que TikTok permet finalement de diffuser tout et n'importe quoi, contrairement à d'autres réseaux sociaux qui ont, même si nous les critiquons beaucoup, fait un certain nombre d'efforts. C'est plus facile d'arriver à pousser une entreprise américaine à respecter les lois de la démocratie qu'à le faire avec une entreprise chinoise. Voilà, parce que TikTok est chinois. Et oui, et les Américains, et en l'occurrence c'était Donald Trump, ont essayé de l'interdire TikTok parce en considérant que justement il n'y avait aucun contrôle. Alors il y avait aussi un problème économique parce que derrière les Américains auraient évidemment aimé prendre le contrôle de TikTok. Mais le combat a été vraiment ardu au niveau juridique
juridique pour essayer de l'interdire aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que durant quelques jours, ça avait été le cas. On ne pouvait plus télécharger l'application. Mais c'est parce que, alors évidemment, il y avait une lutte américano-chinoise, mais c'est parce qu'en fait, TikTok, c'est exactement ce que nous raconte Thomas, c'est-à-dire c'est pas seulement l'application où on rigole, etc. Il y a vraiment derrière une machine de guerre et qui est quand même incontrôlable. Mais d'ailleurs, donc on répète que là, ce sont des contenus qui sont suggérés pour vous. Hein. Effectivement, alors moi, il faut quand même le dire à nos téléspectateurs, moi je ne suis personne sur TikTok. Ouais, c'est ça, donc là, on vous suggère, il y a certaines TikTok images. a décidé de me montrer parce que l'algorithme a pensé que ça allait capter mon attention. Je voudrais montrer un exemple de quelque chose auquel moi j'ai été exposé. On prévient nos téléspectateurs, on a donc le cadrage jaune et effectivement, il s'agit là de propos extrêmement violents. Je précise qu'on les a choisis malgré leur violence parce qu'on estime qu'il est très important que les parents sachent ce à quoi sont exposés leurs enfants sur cette plateforme. On regarde. Alors, magazine Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah déjà, c'en est pas une, hein. C'est un magazine réel, en feuilles satinées, gros grammage, et affiché en kiosque au prix de 10 €, parce que les voies du Seigneur sont de pénétrer ton portefeuille. Il se moque en fait d'un magazine qui s'appelle Jésus. Donc en fait, il convoque tout son plateau de lâches pour rigoler de Jésus avec tous ses potes transsexuels parisiens en fait, et métrosexuels. Il faut bien qu'il comprenne, ce mec-là, que Jésus, c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. En fait, je t'explique, avant que Jésus il dise stop, on n'encule pas les morts et on arrête en fait de dégommer des types parce qu'on peut le faire. Avant ça, en fait, c'était des mecs comme moi qui régnaient, tu vois. En plus, j'ai rien compris. Non, mais en fait, c'est aussi grosso modo. Je ne vais pas traduire ce genre de propos, mais grosso modo, si Jésus n'existait pas, cet individu qu'on vient d'entendre, non, soyons directs, il aurait déjà tué ceux qui étaient sur le plateau. Il me semble que ça doit être quotidien, effectivement, l'émission. Voilà. Et l'humoriste qui était. Et voilà, donc il faut bien mesurer quelque chose, c'est que ce genre de propos, qui sont totalement inacceptables, qui sont, à mon avis, même en dehors du cadre de la loi française. Qui tombent sous le coup de la loi. Exactement. Ils sont diffusés sur cette plateforme. Je précise juste aussi quelque chose, c'est que cette vidéo, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'un média, un média réel qui s'appelle Valeurs Actuelles. Et c'est la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles qui a diffusé tout cela. Et donc ça veut dire que ces contenus qui sont probablement des contenus qui s'adressent plutôt à des adultes, eh bien là, sont y compris suggérés sur cette plateforme numérique aux plus jeunes. Juste une petite question en passant. À partir de quel âge on peut s'inscrire, même si tout le monde... Alors, la règle sur les réseaux sociaux, c'est qu'à partir de 13 ans, on peut y être inscrit. Frances Haugen, la lanceuse d'alerte Facebook, dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, révèle qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de comptes sur Facebook d'enfants de moins de 13 ans. Je pense qu'il est raisonnable d'imaginer que sur d'autres plateformes, il y a les mêmes pratiques. Les gamins TikTok, je veux dire, en CM2, on est sur TikTok. Oui, mais parce que c'est ce qu'on disait, Bénédicte, c'est qu'ils avancent quelque part masqués, comme d'habitude. Justement, si vous montrez à vos parents le téléphone, regarde, je peux être sur TikTok, c'est super sympa, c'est marrant. Il y a un mec qui met la tête dans le congélateur. Je suis copine avec personne, parce que c'est ça qui est important. Derrière, c'est quand terrible. vous dites je ne suis personne, moi je sais que ma fille, par exemple, m'a vendu TikTok. J'ai refusé, elle a 11 ans. Mais maman, si je suis personne et j'ai un compte privé, mais en fait, les suggestions, c'est dramatique, effectivement. Moi, j'apprends ça en vous écoutant. On vient vous chercher. Faire vraiment attention. On vient nous chercher et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup surpris. Alors, probablement parce que je suis très habitué aux propos complotistes, aux théories du complot, et que moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Il y a un certain nombre de personnes dont on parle dans cette émission qu'on voit presque plus sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. C'était un peu les grandes figures de la complosphère des années 2010, grosso modo. Donc, bien entendu, Dieudonné, Soral, Étienne Chouard, Thierry Messant, Kémy Séba. Eh bien, regardez. Eux, ils ont des comptes sur TikTok. Eh bien, regardez, c'est-à-dire qu'ils ont été plus ou moins enlevés des réseaux traditionnels et ils ont recréé. Regardez, voilà, là on voit toute la principale vidéo d'Alain Soral. On répète, Alain Soral, c'est 21 condamnations pour incitation à la haine, antisémitisme. Là on a Étienne Chouard, donc le blogueur qui s'était révélé en 2005 au moment du traité européen, qui a lui aussi basculé largement dans le complotisme. Là on a Kémy Séba, qui est donc un militant panafricaniste proche aussi de la mouvance Soral-Dieudonné, qui était, il faut le rappeler, quand même quelqu'un qui avait défendu le Youssouf Fofana du gang des barbares à l'époque. C'est quand même des personnages qui sont extrêmement violents, qui tiennent des propos absolument ahurissants et finalement,
TikTok m'a remis dans mon fil d'actualité toutes ces choses-là qui avaient quelque peu disparu, et je crois que c'est aussi quelque chose qui doit être expliqué aux plus jeunes, parce qu'ils vont tomber... Alors ça avait disparu, pardon Thomas, ça avait disparu ou il y a encore, en ce qui concerne ces personnages-là, une véritable actualité? Est-ce que TikTok recycle des anciennes des vidéos, vieux nanars, ou alors au contraire est toujours une plateforme qui continue à prodiguer ce genre de discours? En fait, je crois qu'il y a 2 chiffres qui vont vous montrer un petit peu que tout ça continue sous le niveau de la mer. Le premier, c'est l'audience, notamment par exemple d'Égalité et Réconciliation, la plateforme d'Alain Soral, 5 millions de visiteurs uniques par mois, c'est exactement les mêmes chiffres qu'en 2015, ce qui veut dire qu'il n'a pas perdu 1% d'audience depuis 6 ans, même s'il est beaucoup moins présent pour nous. Et un deuxième, c'est que l'immense majorité, encore une fois, des personnes qui sont inscrites sur cette plateforme ont moins de 30 ans, et qu'ils ne disposent pas souvent des éléments de contexte, d'une compréhension réelle de ce que sont ces personnages. Si on vous montre aujourd'hui des vidéos de spectacles de Dieudonné sans les mettre dans le contexte de ce qu'il était à la fin des années 2000, au début des années 2010, vous pouvez finalement trouver ça rigolo. Il faut reconnaître à ce personnage un talent humoristique, même s'il... Et vous nous le dites chaque semaine, si on n'est pas, sans être féru d'histoire, mais si on ne s'intéresse pas à l'histoire, c'est difficile de lutter contre le complotisme. Moi, j'ai une question quand même, parce que c'est mon cœur de maman qui parle, mais il n'est pas possible d'imaginer une quelconque médiation sur ce réseau-là, pays par pays, parce que j'ai bien compris que c'était chinois et que du coup, les Chinois font à peu près ce qu'ils veulent, mais on peut pas... comme Facebook, autant en parler, en fonction des régions. Pardon, mais la vidéo de Papacito qu'on a vue tout à l'heure, c'est dingue. Mais alors, TikTok travaille localement avec certains médias afin d'essayer de mettre en place non pas de la vérification des contenus qu'ils diffusent, mais la production payée de contenus de fact-checking ou de vérification d'informations. Donc c'est un moindre mal, mais enfin c'est pas de la modération, quoi. Non, c'est pas de la modération, et surtout... mais ça n'empêche pas la diffusion de contenu. Alors, ça n'empêche pas la diffusion de contenu, et surtout, ça rajoute des éléments dans leur tuyau. Donc, quelque part, ça va un petit peu aussi dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Alors, donc, on a compris que pour aller sur les contenus TikTok, il y a ce que vous suggère le réseau social, encore une fois, sans même que vous ayez le moindre abonnement. Effectivement. Juste sur votre profil. La deuxième chose, c'est ce à quoi on peut s'abonner. Donc, on a vu qu'il y avait énormément de choses de l'ordre du complotisme. Et la troisième chose, c'est quoi ? La troisième manière, c'est d'utiliser le moteur de recherche. D'accord. Vous pouvez taper des mots-clés dans TikTok. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez tapé. J'ai tapé un certain nombre de mots-clés. Regardez, j'ai tapé le mot vaccin. Voilà. Regardez ce qu'il me dit. Vaccin danger, vaccin effet secondaire, vaccin complot. Et une fois qu'on a fini de taper ça, on en connaît un là. Il n'y a pas que ce que TikTok me suggère de chercher, il y a aussi ce que TikTok me propose une fois que j'ai cherché. Regardez, voilà, on pose une question à Bill Gates qui est soi-disant importante, mais en fait, Bill Gates ne répond pas. On retrouve la litanie depuis le début de la pandémie. Bill Gates est responsable de tout. Et regardez, toutes les vidéos ou presque mentionnent Bill Gates ou des dirigeants de l'OMS. Alors là, vous voyez ça, ce passage-là, c'est un extrait du documentaire Hold Up, qui a été banni de tout un tas de plateformes l'année dernière après sa diffusion, parce qu'il diffusait des éléments complotistes. Si vous cherchez Hold Up, sachez qu'il existe sur TikTok, et donc qu'il continue à exister. Mais il n'y a pas que vaccin qui pose un problème. Regardez, on a tapé tout un tas d'autres choses. 5G, alors la 5G, coronavirus, danger, antenne, vaccin, 5G, Covid, technicien. Donc là, on est vraiment dans toutes les théories du complot autour de la 5G. Passe nazitaire. Voilà, si on tape passe nazitaire, alors là, on tombe sur exactement toutes les relais de toutes les manifestations que nous avons pu voir. Et on a aussi tapé, bien entendu, Bill Gates. Alors vous voyez, il a été arrêté. Réduction de population. Voilà, on se retrouve. Pendu en prison, même, non, c'est ça. Alors, on y reviendra. Ça, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Mais vous voyez, comme on a Bill Gates, Population Control, population française, Bill Gates et les vaccins. On est encore une fois, et là, on n'est pas encore dans les vidéos que va nous suggérer TikTok, on est dans ce que TikTok nous suggère de chercher comme vidéo. Je me permets ce petit aller-retour pour comprendre qu'il y a en fait 2 phases d'influence. Il y a une première phase d'influence, vous cherchez le mot vaccin, et peut-être que vous n'avez jamais eu l'idée d'accoler à ce mot le terme danger ou le terme complot. Vous cherchez vaccin, information. Et avant de tomber sur la suggestion vaccin, information,
on va tomber sur tout un tas de choses. Là, regardez ce que nous vous montrons à l'antenne. Aussi, hein. Là, ce sont tout un tas d'extraits, de choses qui vont être... Là, c'est un film. On va trouver là un extrait de France Info. À chaque fois, donc c'est encore une fois Bill Gates. Là, on a un personnage qui se filme dans sa voiture. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intime. C'est pas un média qui est récupéré par un complotiste. Et là, on retrouve ici, encore une fois, un journal suisse. Et un autre élément qu'on a beaucoup vu, ce sont justement la réutilisation de sketchs des Guignols de l'info, en nous faisant croire que les Guignols de l'info, dans leur parodie de l'actualité, avaient quelque part annoncé l'avenir. On retrouve avec les Guignols de l'info un peu ce qu'on a qualifié parfois de phénomène Simpson, parce que la série Les Simpsons était accusée de savoir avant de grands événements ce qui allait se passer. Mini question assez inquiétant. En 30 secondes, là, mais il y a un moyen de ne pas priver nos enfants de TikTok parce que c'est aussi un moyen de contrôle, etc. Et en même temps de contrôler ce qu'ils consomment ou pas? Il n'y a pas de filtre parental. J'aimerais beaucoup vous dire oui, mais malheureusement, je crois que le principal contrôle que les parents peuvent essayer de donner à leurs enfants quand ils utilisent ces plateformes, c'est avant tout de les doter d'un esprit critique et d'être capable de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Le problème... Non, mais je suppose, pardon Thomas, que la rapidité de consultation sur TikTok va bien au-delà de la rapidité que l'on pourrait avoir avec nos enfants, de leur expliquer. Quel enfant ne vous a pas dit « mais tu vas pas regarder mon compte, c'est ma vie privée ». Alors parce que j'allais y venir quand même. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôle? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôle de ce qui a été regardé par les parents? Au pire, allez. Non. C'est à ça aussi cette émission. Non, de la même manière, vous pouvez pas le faire. De manière systématique, que ce soit sur TikTok, que ce soit dans un livre, que ce soit n'importe une conversation qu'on entend ou qu'on nous rapporte, dès le plus jeune âge, il faut leur expliquer, comme nous, on nous a expliqué en tant que journalistes, il faut vérifier l'information. Il ne faut pas se laisser aller à des choses qui sont spectaculaires et qui touchent beaucoup plus. Mais à chaque fois, il faut garder une distance. Je pense à des gamins de 8, 9, 10, 12 ans. Peut-être dire aussi, s'il y a quelque chose qui te choque, tu viens me voir et m'en parler. C'est ça aussi. Est-ce que vous avez entendu Thomas? Il a dit qu'il n'y avait pas de moyen de contrôle. Le meilleur conseil qu'on peut donner à tous les parents, c'est le dialogue avec leurs enfants. C'est ça. En amont et ne laissez pas vos gamins s'enfermer sur ces plateformes. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on va en parler dans la deuxième partie, parce qu'en fait, il y a des enquêtes, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais des enquêtes, des chiffres qui sont totalement ahurissants sur l'adhésion de nos jeunes, justement, aux théories complotistes. On y revient juste après, et puis on fera aussi, vous savez, on vous montrera quelques images sympas, et on répond à votre courrier. À tout de suite. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Qui représentera la droite LR à la présidentielle? Je veux poser des idées pour agir. Un projet de droite assumé. La réponse, demain en direct sur LCI. Casting feu vert, le requin. Je suis chaud. Alors, c'est quoi le texte? Profitez de pneus pas chers chez Feu Vert. Les prix, faut pas les baisser, faut les gonfler, comme les pneus. Chez Feu Vert, le pneu Feu Vert Efficiency 4 saisons est à partir de 49,90 €. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. On peut gagner en confiance, gagner en patience, gagner avec classe. Gagner avec aisance, gagner avec sa différence, gagner une nouvelle vie et gagner sa place. FDJ, c'est aussi une fondation qui agit pour l'insertion des plus fragiles. FDJ, et voir la France gagner. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confie. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. La tradition veut qu'on passe toujours Noël en famille. Mais aujourd'hui, la famille, c'est aussi les amis. Ceux qui nous ont choisis très tôt. Papa, la classe, hein? Et ceux qu'on a choisis plus tard. La tradition veut qu'on s'entoure de la famille proche. Salut, je suis le voisin. Je suis tout seul à Noël. Alors, peu importe qui vous appelez, la seule tradition à faire durer, c'est d'offrir des cadeaux stylés, en fibres recyclées. Des cadeaux pour toutes les tribus. Jules. Vendez
Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Avec Krups, préparer votre café n'a jamais été aussi intuitif. Un café parfait, comme vous l'aimez. Les nouvelles machines à café Intuition. Krups. Pourquoi un matelas Tempur est si différent? Parce qu'il s'adapte parfaitement à vous? Parce qu'il est numéro 1 en satisfaction client? Ou parce qu'il vous offre un sommeil vraiment réparateur? Tempur, un matelas incomparable. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl in my heart whose heart I've stolen. There's a moon out tonight. Let's go strolling through the park. And where down we go, where down. Acqua di Gio Profondo, Giorgio Armani. Changer est bien une nécessité, mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 500 3+1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors pourquoi pas vous? Profitez des essais 48 heures en concession pour à votre tour inspirer le changement. I wish I could create a universe for us. If I build this place for you and I. Je suis huissier. Ta banque sans actionnaire. Ils assurent le crédit immobilier sans aucune formalité médicale pour l'achat de ta maison. Bonjour papa. Bah ça change la donne, quoi. Ça plie le game. T'essayes de me dire quoi Ta là? mère et moi, on veut déménager pour s'installer plus près de chez vous. Papa, pour être dispensé des formalités médicales, faut être un client fidèle du Crédit Mutuel. Enfin, d'une certaine manière, j'ai été très fidèle au Crédit Mutuel, non? Le Crédit Mutuel assure le crédit immobilier de ses clients fidèles sans aucune formalité médicale. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Top départ pour vos vacances d'hiver à petit prix partout en France. Réservez vos billets de train dès maintenant sur wigo.com. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent. Maîtrisez tous vos projets avec les écrans interactifs Ullman. Hop, hop, et vous n'oubliez pas le sujet de l'exposé pour lundi? L'école de demain. Bah oui. Ça, c'est pas une cheminée, c'est un panneau solaire. Les renforts sont là. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 3,9 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Engie, premier fournisseur d'électricité verte en France. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin.
Alors, le club anti-complot, deuxième partie, maintenant qu'on s'est bien fait peur avec TikTok pour nos enfants, Thomas, mais c'est important la prise de conscience. Vous vouliez nous parler de ce sondage qui révèle justement l'adhésion de nos jeunes aux théories complotistes. Mais c'est le premier sondage qui interroge les 10-15 ans. Directement sur leur rapport aux théories du complot. Il a été réalisé donc par CSA Link sur plus de 1000 adolescents âgés de 10 à 15 ans lors de la première semaine du mois de novembre. Alors, ce sondage, il a été commandé par une maison d'édition, en l'occurrence Milan Presse, on connaît, spécialisée dans les publications jeunesse, et sa directrice générale est avec nous. Marianne Denis, bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui nous apprend ce sondage ? Bonjour, il nous apprend plusieurs choses et moi j'ai envie de dire qu'il nous apprend 3 faits principaux. Le premier, qui est très important, c'est que la première source d'information des 10-15 ans, ce sont les parents. Ils sont cités dans 84% des cas et 30% disent que c'est leur première source d'information. Donc l'implication des parents dans les explications de l'information, elle est vraiment importante. Mais ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Au moins, on va commencer à se rassurer. Concernant les théories du complot ou les théories un petit peu alternatives. Alors, concernant les théories du complot, en fait, ce qu'on a mesuré, c'est que 85% des ados sont séduits par les théories du complot. Ça ne veut pas dire qu'ils y adhèrent de manière farouche ou que leur opinion est faite, mais ça veut dire qu'ils y prêtent attention. Et en fait, ce chiffre de 85%, ce sont des ados qui disent qu'ils pensent que c'est possible ou peut-être possible que les médias nous manipulent, que l'État et les laboratoires pharmaceutiques soient de mèche pour nous cacher la toxicité des vaccins, ou encore que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Donc même s'il n'y a pas une croyance réellement installée, bien figée, ce sont des théories auxquelles ils ont été exposés et auxquelles ils prêtent une oreille. Et c'est ça la problématique, c'est qu'ils y ont été exposés, effectivement. D'ailleurs, il me vient une question, mais pourquoi est-ce que vous avez commandé ce sondage-là ? Parce que vous avez senti ça, justement ? Alors, en fait, on a commandé ce sondage parce qu'on s'intéresse à cette question de l'éducation aux médias et à l'information chez Milan, parce qu'on a des publications qui sont vraiment des publications d'éducation aux médias, comme Un jour une actu pour les 8-12 ans et Géo-Ado pour les 10-15 ans. Et en fait, quand on se penche sur ce qui existe comme étude sur les 10-15 ans, c'est le désert. Il n'y a rien du tout. Et en fait, c'est un vrai problème parce que c'est une population qui, évidemment, à cet âge-là, est hautement influençable, première chose. Et deuxième chose, qui fait l'objet d'enseignements d'éducation aux médias et à l'information au collège. Et du coup, c'est quand même intéressant de savoir sur quel terrain on est et comment les choses vont se passer. Je rappelle aussi qu'ils vont bientôt rentrer dans la citoyenneté active. Donc, c'est pas inintéressant de regarder quel avenir on se prépare. Alors, on va parler dans une seconde d'une initiative que vous avez lancée justement pour lutter contre la désinformation. D'abord, Thomas, sur tous les chiffres qui sont publiés par ce sondage, lequel vous a le plus ébahi ? Alors, effectivement, moi, celui qui m'a le plus frappé, c'est celui qui dit qu'un jeune sur 4, donc on va le montrer à l'antenne, et donc un jeune sur 4 pense que les médias nous manipulent. Alors, c'est pas très, très rassurant pour nous, mais ça montre quand même l'ampleur de ce phénomène de la désinformation. Il y a un autre chiffre qui est assez intéressant, qui montre que finalement, dans l'immense majorité des cas, les jeunes ne vérifient pas les informations qu'ils reçoivent. 69% des 10-15 ans ne recherchent que très rarement la source des informations qu'ils reçoivent. Alors, il a été cité par Marianne Denis, ce chiffre. On a effectivement 13% des 10-15 ans qui estiment qu'il est possible que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Donc là, ça montre quand même quelque chose de très inquiétant. Et encore une fois, un autre chiffre qui montre que, de très nombreux jeunes, 9 adolescents sur 10, adhèrent à l'idée qu'il est facile de déformer une information. Ça, moi, j'ai une petite question à poser, mais je pose à tout le monde. C'est que les jeunes que j'ai autour de moi, quand ils ont 10, 12, 13, 14 ans, ne regardent pas les médias. Donc, il n'y a pas de défiance. C'est-à-dire que la télévision, non. La radio, non. Les podcasts, peut-être. Le téléphone, oui. Les réseaux, oui. TikTok, oui. Donc, il n'y a pas de médias. Donc, quels médias regardent les enfants ? C'est un peu la question. On peut comprendre quand ils disent, moi, les médias, j'ai pas confiance, je regarde pas. Oui, ils ne regardent pas. D'où votre initiative chez Milan Presse, Marianne Denis.
Oui, mais ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai parce que, en fait, sur les plus jeunes, les 10-13 ans, la deuxième source d'information, c'est la télévision. Donc, ça reste quand même très présent dans leur vie. Ah oui. Après, Thomas, sur tout ce que vous avez partagé, nous, le sentiment que l'on a, c'est que il y a une forme de lucidité blasée. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, 9 sur 10 pensent que c'est facile de déformer une information. C'est presque comme s'ils en avaient pris leur parti et qu'au fond, ils savent très bien que l'information peut être déformée. On peut voir ça comme le verre à moitié plein, tant mieux. Ils se posent des questions. Ouais. Mais au final, à qui ils peuvent faire confiance? Pourquoi faire confiance? En fait, c'est un lien de confiance qui est complètement déstructuré, qui n'existe plus. Ouais, Donc, ça, c'est très terrible. inquiétant pour cela. Et puis après, effectivement, l'autre chose inquiétante, c'est que 69% d'entre eux ne cherchent pas la source d'une information. Or, c'est a priori ce qu'on essaie de leur apprendre dans les cours d'EMI au collège. Donc, Bien sûr. véritablement, c'est une espèce de posture où on sait très bien que l'information peut être fausse. On navigue au milieu de tout ça en pensant que c'est pas si grave. Et du coup, c'est très intéressant et très important que tous les éducateurs, les parents, les enseignants, les médias reprennent un vrai rôle auprès de ces jeunes pour leur montrer que toutes les sources d'information ne se valent pas et qu'on peut essayer de trouver des sources d'information en les validant et en essayant d'aller un peu plus loin que la simple digestion d'informations comme ça en se disant que c'est peut-être faux. Catherine? Oui, moi je voulais vous poser la question de savoir si vous aviez pu faire un comparatif entre les enfants et les adultes pour voir si les deux résultats à peu près se superposent ou s'il y a une amplification du phénomène dont on parle actuellement. Si les enfants, ils sont encore plus... comment dire, pas complotistes évidemment parce qu'ils sont trop petits et qu'on n'en est pas encore là, mais est-ce qu'on peut superposer le pourcentage des adultes qui croient à ces thèses, qui croient à ce qu'on vient de dire, avec les résultats concernant les enfants? Alors, à partir de l'étude, non, pas réellement, puisqu'on a interrogé cette population des 10-15 ans. Mais après, on peut comparer avec des études qui concernent les jeunes adultes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur les 18-34 ans. Et en fait, ce que semblent poser ces études sur les 18-34 ans, c'est que la prégnance des théories du complot et le fait que l'information puisse être truquée, c'est encore plus fort chez les jeunes adultes. Donc, c'est comme si les 10-15 ans étaient la transposition de leurs aînés. En un peu moins fort, en un peu moins installé, mais ils suivent la même voie. Merci beaucoup Marianne Denis, merci pour ces précisions. C'est intéressant effectivement et c'est vrai qu'il y a peu d'enquêtes pour ce qui concerne les enfants, donc c'est intéressant bien sûr d'avoir ces informations-là. On va parler un peu d'actu. Didier, vous vouliez poser une question? Oui, je voulais juste dire qu'en fait, ce que vient de dire Marianne Denis, c'est assez inquiétant parce que la conclusion, c'est que ça s'amplifie en fait avec l'âge. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que quand ils sont petits, effectivement, ils n'ont pas les outils pour vérifier, ils n'ont pas encore les réflexes, etc. Et en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en grandissant, ils sont encore plus nourris de ça. Oui, exactement. Et donc, les outils qu'on peut leur donner, en fait, soit fonctionnent pas, soit ils veulent pas s'en saisir, ou ils considèrent effectivement que de toute manière... Et comme ils sont sur les mêmes plateformes, les mêmes réseaux, avec les mêmes amis, on en revient bien évidemment. Oui. Thomas connaît bien la tambouille. C'est ce que fait Thomas dans les écoles à longueur de semaine. On va d'ailleurs en reparler tout à l'heure, l'éducation aux médias. L'actu, on parlait tout à l'heure de Didier Raoult pendant l'émission, je ne sais pas si vous avez entendu. Il a reçu un blâme de l'Ordre des médecins. Le docteur Arnaud Chiche était sur le plateau. Il est médecin, il est anesthésiste réanimateur d'ailleurs. On va écouter ce qu'il nous a dit sur Didier Raoult. Il a profité de l'aura qu'il avait déjà en infectiologie, parce que c'est quelqu'un qui avait effectivement énormément travaillé, pour faire croire des choses fausses et donner de faux espoirs aux gens et faire prendre, à mon avis, des retards de prise en charge. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont décédés et qui sont partis en réanimation à cause de thèses farfelues. Et il a surtout alimenté, vous savez, les milieux complotistes, qui sont, vous les connaissez tous. Moi, je les ai tous eus au téléphone au bout d'un moment parce que, vous savez, ces gens-là appellent tout le monde. Et... on s'en référait toujours à la fin à Didier Raoult. Il a été l'inspirateur de beaucoup de monde. Et ça, c'est vraiment scandaleux. C'est ce dont on a beaucoup parlé dans l'émission, Thomas. Oui, je crois moi, je ne sais pas du tout ce que croit ou ce que pense Didier Raoult. Ce que je suis obligé de constater, c'est que depuis 2 ans, il est devenu, qu'il le veuille ou non, la figure, la tête de gondole de tous les complotistes anti-vaccination et qui incarnent la défiance sanitaire.
il y a quelque chose dans cette mécanique qui est à la fois de son fait, c'est-à-dire que lui, depuis quelques mois, il publie lui-même tout un tas de choses très complotistes. Il a relié des articles de François. Il y a d'autres procédures. Voilà, il a tenu des propos absolument dingues sur Bill Gates et l'OMS. Il y a des procédures sur sa déontologie médicale. Et en fait, je crois que qu'il le veuille ou non, il a, vous savez, on est dans une société de l'image aussi, il a incarné quelque chose. Il est devenu... Non, mais on a bien voulu, Thomas, pardon, on a bien voulu, parce que, alors, prenons chacun notre part... Ce qu'on expliquait qu'Arnaud Chiche tout à l'heure, c'est qu'au début, même les scientifiques étaient partagés, même le président de la République allait le voir, on a appris en marchant, Non, mais je suis d'accord, mais il y a Didier Raoult, et puis il y a aussi les politiques, vous l'avez dit jusqu'au président, qui, quelque part, l'ont mis en lumière. Vous allez voir, en fait, il y a quelque chose qui est assez surprenant avec Didier Raoult. C'est que Didier Raoult, pour les complotistes, il a une forme de totem d'immunité permanent. Parce que n'importe quel médecin français aurait été reçu pendant la pandémie ou aurait été visité par le président de la République, ça aurait été un carton rouge immédiat. Ça aurait été une forme de disqualification de tout ce qu'il aurait fait auparavant. Il aurait été l'allié de... Le sceau du diable. Voilà, exactement. Et alors, Didier Raoult, pas du tout. Quand le président Macron va le visiter, eh bien, c'est la reconnaissance par le président Macron du talent et du génie de Didier Raoult. C'est une sommité scientifique à l'époque. Tout le monde est d'accord pour dire que mondialement, c'est quelqu'un qui est parti. Aux États-Unis, on en parlait, Didier Raoult. Alors, effectivement, on en parlait quand même, y compris dans certains univers particulièrement marqués par le sceau de la défiance et du complotisme. Après. Pas tout de suite. Non, au début, l'hydroxychloroquine, on en a parlé aux États-Unis. Moi, je pense encore une fois, c'est toujours la même chose avec le complotisme. C'est un iceberg. Donc ce sont des tas de choses qui se passent sous le niveau de la mer et qui à un moment nous apparaissent. Moi, Didier Raoult, je l'ai vu dans les milieux complotistes relayé comme la vérité à partir de la fin du mois de février 2020. Ah oui. Ça veut dire qu'il était déjà dans des sphères extrêmement fermées, dans des groupes fermés, dans des boucles Telegram. Il était déjà un personnage clé de cet univers de la défense. Vous l'avez dit, c'était un personnage aussi. Effectivement. Il avait le verbe haut. Mais exactement. Voilà, tout ça, tout ça plaît à nos amis. Il y a ce phénomène. On va avancer un petit peu parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer, notamment un réseau. Alors moi, je découvre de faux profils Twitter, un réseau qui a été mis à jour récemment. Ah, effectivement, on a découvert ça récemment. Donc, c'est une enquête réalisée par un spécialiste des réseaux sociaux. Il s'appelle Victor Besset. Il est avec nous. Et ça montre l'existence de faux comptes Twitter qui diffusent de fausses informations. Bonjour Victor Besset. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci d'être avec nous, Victor. Qu'est-ce qui vous a alerté là-dessus, sur ces faux profils? Bonjour et merci pour l'invitation. En fait, pour tout expliquer, depuis quelque temps, je repère les faux profils parce que j'ai commencé à être un peu habitué et j'en ai repéré un en septembre qui me semblait assez suspect, mais j'ai pas poussé l'enquête plus loin parce que ça me paraissait pas très étrange. Et quelques semaines plus tard, même un mois plus tard, quelqu'un m'a contacté sur Twitter que je connais et m'a dit: est-ce que tu peux regarder ce compte, il a l'air un peu bizarre. Et j'ai regardé un compte qui utilisait, donc, comme la plupart des comptes, des photos d'un site qui s'appelle This Person Does Not Exist. Pour que les gens comprennent bien, c'est un site qui est totalement gratuit, qui permet, sans inscription, de générer des fausses photos de visages qui ont l'air réels. En fait, c'est une intelligence artificielle. On peut pas choisir ce qu'on veut comme photo. Ça sort aléatoirement une photo qui est plus ou moins réaliste. Et là, la photo derrière, dans le fond, au lieu d'avoir le fond classique de ces photos-là, il y avait en flou des affiches de la France Insoumise. On reconnaissait clairement le logo la lettre phi. Et ça m'a paru bizarre de se dire d'un coup, oula, ça va un peu plus loin que d'habitude. Et j'ai un peu tissé et j'ai vu qu'il y avait plein de comptes dans cette nébuleuse parce qu'évidemment, entre eux, ils se répondent. Il y a plusieurs comptes qui sont entre eux, ils se répondent, ils essayent de faire croire à toutes sortes de choses. Et donc, ça veut dire, Thomas, que ces visages qu'on voit là sont des visages qui n'existent pas? Alors effectivement, on en a déjà parlé dans cette émission. C'est ce site This Person Does Not Exist. Donc ce sont uniquement des visages qui sont de faux visages créés par une intelligence artificielle. Du coup, Victor Besset a mis à jour des faux comptes qui se font passer pour des militants de gauche et qui diffusent des fausses informations ou des choses grotesques afin de discréditer ses idées politiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut repérer? Regardez. Regardez, on a essayé de vous donner un petit conseil pour repérer ces fausses photos. Eh bien, ces fausses photos, elles sont fabriquées par un algorithme. Cet algorithme, il commence toujours par la même chose. Il commence par
poser les yeux. Et il pose les yeux systématiquement au même endroit. Regardez, sur tous les visages que nous avons récupérés, on retrouve exactement la même chose. Hein. C'est pour ça qu'on a posé, alors là, au-delà du cercle jaune... Sur les visages, il y a toujours une dissymétrie, en fin de compte. D'accord, pas là. Alors que un visage n'est pas symétrique. Alors Victor l'a très bien signifié. L'un des autres éléments qui permet de repérer ces fausses photographies, eh bien, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan est très rarement aussi flou, aussi invisible, et il y a un certain nombre de détails. Et enfin, la dernière chose sur laquelle Victor a appuyé dans un petit reportage qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sont des petits détails. Regardez bien, les boucles d'oreilles, ce ne sont pas toujours les mêmes quand les deux oreilles sont visibles, ou elles ont une forme un petit peu particulière, déformée, parce que l'algorithme n'arrive pas à fabriquer exactement cet objet. En tout cas, ça montre bien que, à l'aune d'une campagne présidentielle dans laquelle le débat public va se faire aussi beaucoup sur ces réseaux sociaux, l'existence de faux comptes qui diffusent avec de fausses photos, de fausses informations pour se faire passer pour de faux militants de gauche, et parfois avec des vraies voix, ça doit nous inquiéter. Je voudrais juste préciser, moi j'ai 2 boucles d'oreilles qui ne sont pas les mêmes, et pourtant je suis une vraie personne. Vous êtes une vraie personne. C'est un effet de style. C'est un effet de style. Merci beaucoup à Victor. À vous regarder. Merci beaucoup Victor, en tout cas d'avoir été avec nous, c'était très intéressant. Alors tout ça, c'est vrai qu'on comprend du coup Thomas que ça pose un problème aussi dans la vraie vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il vous est arrivé quelque chose cette semaine que vous vouliez nous raconter. Oui, alors c'est pas pour faire Calimero, mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé cette semaine qui mérite d'être raconté. Moi, ça m'arrive très souvent de faire des conférences en public, des conférences gratuites dans lesquelles tout le monde peut venir. Là, c'était à l'appel de 2 associations dans la ville de Troyes. Ils avaient réservé une salle dans la banlieue de cette petite ville. Il était tard, il faisait froid, il faisait nuit. Il y avait quand même 150 personnes, mais c'est pas eux ce qui était intéressant, c'est le comité d'accueil qui m'attendait devant la salle. Alors on a fait un petit peu de photos. Mieux vaut être complotiste que complice. Alors ça, c'était pour moi directement. Le bilan européen, donc qui cite les faux chiffres que nous avons déconstruits la semaine dernière. Hein, vous vous en souvenez, Christophe? Les personnes ont 2 doses, ne peuvent plus tomber malades. C'est une fake news. Et donc, on comprend bien là que j'ai été victime donc d'une manifestation d'antivax à l'appel du collectif Réinfo Covid, dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Et ils sont rentrés dans la salle. Pour bien préciser, on est à Troyes. Vous êtes dans une salle qui n'est pas une salle immense. Non, et en fait, ils vous ont pisté. Ils savaient que vous arriviez là et ils sont venus en disant il y a plus chaud dans cette salle-là. Et voilà. On va voir ce qui va. Est-ce que ça s'est malgré tout bien passé, Thomas? La conférence a pu, comme l'a expliqué d'ailleurs la presse dans un article le lendemain, ils n'ont pas empêché la tenue de la conférence. Écoutez, merci, c'est déjà ça. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que ça montre, ils sont restés, un certain nombre sont rentrés dans la salle pour poser des questions. À la fin de la conférence, il y avait un moment de questions-réponses. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais de questions. Il n'y a que des diatribes, pas toujours très sympas, sur ma personne, mon travail, parfois même sur ma famille. Et à la fin, en fait, il y a quelque chose qui, moi, me choque de plus en plus, c'est l'incapacité que nous avons à vivre ensemble. Alors voilà, ça, et alors là, c'est le fils du directeur de Camémon. Oui, c'est moi. Et alors, ce petit tract que vous voyez là et que je vous montre, même si ça me plaît pas beaucoup, eh bien, il était posé sur le pare-brise de tous les véhicules des gens qui avaient décidé d'assister à cette conférence. Donc, plus d'une centaine de tracts ont été déposés. Je crois que ça montre quelque chose d'une incapacité dans notre pays pour tout un tas de gens à discuter, à échanger. Ouais, vous connaissiez pas mon CV de ce point de vue-là. Non, mais surtout, je crois que me reprocher. Vous pouvez parler avec ces gens-là ou pas? Ben non, c'est impossible. En fait, on peut plus échanger, on peut plus discuter, on peut plus parler, on peut plus rien faire. Et on incarne. Le problème, c'est pas tant qu'on puisse plus parler, Bénédicte, c'est la haine qu'on peut sentir à notre égard, que malgré tout, j'ai bien du mal à m'expliquer. Ouais, mais c'est pour ça que vous avez hésité avant de raconter ça, mais c'est vrai qu'il y a un papier dans la presse et que du coup, c'était intéressant. Rapidement, juste le variant Omicron. Non, mais bon, c'est pas simple, quoi. Le variant Omicron, depuis qu'il est arrivé, ça a réactivé les antivax rapidement. Ça a réactivé tous les antivax. Alors là, on a Florilège, en premier tweet, Christine Boutin, qui est donc persuadée que le terme Omicron a été choisi pour faire un appel au président Macron. On a des gens qui pensent que ce variant a été créé et inventé pour nous
changer et nous masquer le procès Epstein qui se tenait la semaine dernière. On a ceux qui pensent... Effectivement, alors regardez, voilà, je m'interroge sur la dénomination de ce nouveau variant. Voilà, on a les QAnon aux États-Unis qui pensent que tout ça est fait pour manipuler les élections. Et en Suisse, ceux qui pensent que tout ça servait à influencer le référendum sur le pass sanitaire. Eh ben bien sûr. Et Bill Gates dans tout ça? Pardon, pas là. on fera des plus longs sur Omicron parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On fera plus long. Là, oui. On va simplement s'intéresser maintenant au courrier des lecteurs parce que Laura Pouget est arrivée. On est un peu en retard, Laura, pardon. Je vous laisse la parole, allez-y. Alors cette semaine, nous avons reçu cette vidéo dont voici la capture inventant les théories du complot et la défiance sanitaire à l'égard des mesures du gouvernement. Elle est issue de la plateforme Odyssée, c'est un peu le YouTube des complotistes et fait intervenir ces 3 personnalités, Antoine Cutita, Astrid Stückelberger et Francis Lalanne. D'où la question de nos téléspectateurs, quel degré de crédibilité accorder à ces intervenants ? Eh bien, pour leur répondre, j'ai préparé une petite fiche d'identité pour chacun d'entre eux. Commençons par Antoine Cutita, figure du mouvement QAnon en France, ardent défenseur de Donald Trump. L'an dernier, sur ses réseaux, il expliquait que la fraude était certifiée au sujet de la victoire de Joe Biden. Précisons en outre que sa chaîne YouTube Alliance Humaine 2020 a été fermée pour non-respect du règlement de la communauté. Maintenant, Astrid Stückelberger. C'est la deuxième, docteur. Elle se présente comme docteur, mais je précise qu'elle n'est pas médecin, c'est-à-dire qu'elle ne soigne pas. La confusion peut avoir lieu. Elle est enseignante à la faculté de Genève, dit-elle sur son site internet. La dite faculté qui précise qu'elle n'a donné que quelques cours en 2019-2020, militante anti-vaccin. Elle s'est illustrée récemment par un appel à la violence, parlant des supplices qu'il faudrait infliger aux personnes qui vaccinent. La dernière, on ne la présente presque plus, Francis Lalanne, ancien chanteur, soutien des Gilets jaunes, puis désormais opposant à plein temps au masque et à la vaccination. Son compte Twitter a été fermé cet été, suspendu, parce qu'il avait fait un parallèle entre la vaccination et les crimes contre l'humanité. Vous voyez, 3 profils, un même degré de crédibilité, extrêmement faible pour ne pas dire nul. Merci beaucoup, merci Laura, c'était effectivement intéressant. Continuez à nous envoyer vos mails, on y répond, anticoupleux@lci.fr. Je voudrais juste, puisque c'est la fin de la semaine, remercier Robin, Adrien, Audrey, Nordine, Quentin, Baptiste et Clémence pour la préparation de cette émission et puis de toutes les émissions de la semaine. C'est un gros boulot que vous faites et c'est pour ça que je vous aime beaucoup. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Amélie Carrouer pour 24 heures. N'oubliez pas, demain, 13h, l'édition spéciale pour le deuxième tour de la primaire des Républicains.